une église, l'histoire emporte encore la misère. Mais en Jazaïr, sous le soleil, c'était pire, c'était 100 000 fois plus. Des gorges tranchées, des corps jetés, des villages rayés sans aucune excuse. Ils ont pillé, ils ont brûlé, patrimoine et mosquées. Ils ont nié, ils ont caché, mais les âmes ne peuvent oublier. À Sétif, le sang ruisselle, le 8 mai, jour de haine mortelle. Ils ont fauché des milliers d'âmes, dans les ouettes le rouge s'enflamme. Guilty, soldats témoignent. En écoutant cette chanson, je me dis qu'il y a vraiment deux formes de mémoire et que la négation si trop fréquente en France des crimes de la colonisation, des drames, en particulier la période de la conquête, cette façon d'être aveugle, peut-être volontairement, face à cette tranche d'histoire, entraîne évidemment une sorte de réplique de la part de la mémoire algérienne. Et je comprends très bien que pour les descendants des martyrs de l'époque de la conquête et ensuite du 8 mai 1945 et des massacres dans le Constantinois au printemps 1945 et bien sûr de la guerre d'indépendance, je comprends très bien qu'il y ait ce type de réaction. La balle, incontestablement, est dans le camp français, je dis bien dans le camp officiel français, puisque évidemment une partie de la société française est informée de cette chose, mais malheureusement il y a une sorte, encore aujourd'hui, d'aveuglement, et j'en veux pour exemple la réaction indignée de Madame Portelli et de Monsieur Soto, qui étaient face à Jean-Michel Apathy, et qui ont paru surpris, peut-être sincèrement, c'est d'ailleurs le pire, qui ont paru surpris qu'on fasse une comparaison avec des épisodes de la Seconde Guerre mondiale. Eh bien, malheureusement, c'est une chose qui est référencée depuis très, très, très longtemps, et je dirais même depuis la période de la conquête. D'une façon générale, les historiens ne sont pas très favorables au parallèle entre deux événements, surtout lorsqu'ils sont séparés par un siècle ou plus, surtout lorsqu'ils se situent dans des conditions géographiques et historiques différentes. Donc moi, je ne veux pas entrer dans la polémique de savoir si les crimes des nazis en France et les crimes de l'armée française en Algérie ont été comparables. Je ne fais que constater. Mon travail est de constater, de décrire et de traquer en quelque sorte les détails dans les archives, dans les témoignages, etc. Et je constate que pour la période que j'ai étudiée, donc je rappelle le titre de mon livre, La première guerre d'Algérie, une histoire de conquête et de résistance, et je m'arrête aux 20 premières années, mais c'est déjà beaucoup, je constate une chose, c'est qu'il y a eu une multiplication des razzias, des décapitations, des crimes de l'armée française, que le territoire de l'Algérie a été littéralement sillonné pendant 20 ans, et ensuite, bien sûr, ça a continué, mais moi je me suis arrêté au début du Second Empire. Pendant toute cette période, il y a eu ce que j'ai appelé dans mon livre, à la suite d'autres observateurs, les colonnes infernales, dirigées par exemple par celui qui était encore général à l'époque, général Bugeaud, mais également d'autres qui sont oubliés aujourd'hui, Saint-Arnaud, le Pélissier, bien sûr, la Mauricière, bien sûr. Tous ces gens-là, Négrier, bien sûr, tous ces gens-là ont commis de véritables crimes de guerre, et il est pas pour le plaisir d'insister d'une façon morbide sur des crimes, et sur des crimes sanguinaires, mais tout simplement pour décrire et rappeler aux lecteurs qui voudront bien me lire ou aux auditeurs qui voudront bien m'écouter, pour rappeler les faits d'une façon très, très simple. Ils ont pillé, ils ont brûlé, patrimoine et mosquées.
ne peuvent oublier. L'armée française s'est livrée à de nombreuses razzias sur le territoire algérien. Ça a duré d'ailleurs bien après la période que moi j'ai étudiée. La razzia, c'est un phénomène qui est relativement simple à décrire et à comprendre. Tout simplement des colonnes françaises qui, soit parce qu'elles avaient été harcelées par des francs-tireurs ou par des cavaliers sous la direction de l'émir Abdelkader, soit parce qu'elles avaient tout simplement besoin de vivre, eh bien, fondaient littéralement sur un village. Ce village était littéralement pillé, c'est-à-dire que lorsque la colonne repartait, il n'y avait absolument plus aucune récolte de céréales, il n'y avait plus aucun bétail, tout avait été razzié, emporté pour la consommation de cette colonne. Et si par malheur, pour le village, il y avait des signes de résistance ou de protestation, eh bien la répression s'abattait immédiatement. J'ajoute par exemple, et c'est un détail absolument abominable, mais il faut regarder toutes ces réalités en face, j'ajoute que par exemple, lorsque des soldats violaient des femmes, évidemment les hommes protestaient, et c'était le début d'un carnage. Donc tout ça c'est référencé par les témoignages des officiers eux-mêmes. On retrouve des descriptions extrêmement précises et presque qui se veulent glorieuses de ces razzias. Sous la plume de Saint-Arnaud, par exemple, il décrit avec beaucoup de délectation les villages qui brûlaient derrière lui. Et donc, l'une des conséquences, en dehors même du triste sort des gens qui ont été tués dans l'immédiat, l'une des conséquences pour les survivants, c'est tout simplement la famine. Ils n'avaient plus rien à manger. Et donc, l'une des conséquences des razzias, c'était une famine de masse, lorsqu'on sait que ces razzias ont été une pratique absolument universelle sur le territoire de l'Algérie. En histoire, il n'y a jamais une seule cause. Donc il faut toujours parler de causes multiples et parfois de sources différentes. Alors l'une des causes, c'est évidemment l'attrait du gain. Hein, c'est-à-dire l'idée, on retrouve beaucoup dans la prose, les discours des hommes de l'époque, l'idée que l'Algérie était un Eldorado, que l'Algérie était un pays de cocagne, que l'Algérie était un pays extrêmement riche, absolument mal mis en valeur par les indigènes, comme on disait à l'époque, mais qui avait un potentiel économique extraordinaire. Donc c'était une des causes. L'autre cause, c'était effectivement pour contrecarrer la domination britannique en Méditerranée, c'était d'avoir un point d'appui sur la côte nord de l'Afrique. Je rappelle que les Britanniques à l'époque possédaient déjà Gibraltar, que Malte était une colonie anglaise et que Corfou, au sud de la Grèce, était une île anglaise. Donc les Français se disaient qu'ils n'avaient, eux, que Marseille et Toulon, et qu'il fallait pouvoir combattre l'hégémonie, pas forcément militairement, mais économiquement, combattre l'hégémonie britannique en Méditerranée, et de ce fait avoir un point d'appui, donc d'où la conquête d'Alger. Il y a une autre cause qui est peut-être un petit peu aujourd'hui oubliée, c'est que l'Europe en général et la France en particulier étaient des pays où il y avait d'immenses poches de pauvreté, de misère absolue. C'est une période où, dans les familles ouvrières, par exemple, on ne mangeait pas tous les jours à sa faim, et qu'il y avait vraiment des poches qui ont été décrites d'ailleurs par Victor Hugo, c'est quelque chose d'assez connu, ou par Eugène Sue dans les Mystères de Paris, même si c'est un petit peu plus tard, les bas-fonds des... Donc cette misère engendrait un petit peu des protestations sociales. Je rappelle quand même que c'est une période où il y a la révolte des Canuts en France, où il y a où certaines villes sont érigées de barricades, où parfois on voit la réapparition du drapeau rouge. Donc il y a une sorte de grande peur des classes dirigeantes et qui se disent qu'après tout, on pourrait détourner cette masse très très pauvre, cette masse de misérables en quelque sorte, vers l'Afrique. Bon, à l'époque, on disait plus l'Afrique que l'Algérie d'ailleurs, vers l'Algérie,
de manière à, en quelque sorte, leur promettre une amélioration de leur vie, en même temps se débarrasser des éléments les plus turbulents de la classe ouvrière. Donc voilà, il y a une conjonction de plusieurs causes qui font que cette conquête a été pensée. Je rappelle quand même dans mon livre qu'avant la conquête de 1830, il y a eu d'autres projets de conquête. En particulier, je rappelle, là c'est très ancien, mais le bombardement d'Alger par l'amiral Duquesne à la fin du XVIIe siècle. Donc vous voyez, il y a déjà cette volonté française de mettre à bas, de mettre à genoux ce qu'ils appelaient les barbaresques à l'époque. Il y a des projets de Napoléon Bonaparte, avant qu'il reporte son agressivité sur l'Europe. J'ai retrouvé, je cite dans mon livre, des lettres de Bonaparte disant qu'il fallait mettre à la raison la régence d'Alger. Donc toutes ces choses-là. Et puis en 1830, bien sûr, le régime de la Restauration avec Charles X est passé à l'acte. Parmi les crimes les plus spectaculaires et les plus horribles de la conquête, il y a eu les enfumades. On doit parler au pluriel. Dans mon livre, j'en ai référencé 3 parce que 3 que j'ai pu retrouver dans les archives, dans les récits de l'époque. Il y en a eu sans doute plus, mais que malheureusement on ne peut pas connaître aujourd'hui parce que les archives ne les référençaient pas toujours. Alors la plus célèbre, c'est celle de la région du Dara en 1845, où c'est le général Pélissier, il était général à ce moment-là, qui agit d'ailleurs entre parenthèses sur les ordres de Bugeaud, du général Bugeaud, et Bugeaud dit à Pélissier enfumez-les comme des renards. Donc vous voyez, les indigènes, comme on disait à l'époque, n'étaient même pas des êtres humains, c'était comme des animaux, quoi. Donc on pouvait les exterminer sans avoir aucun remords. Alors l'enfumage, c'est une pratique qui est une sorte de réplique à une résistance d'une tribu. Lorsqu'une tribu avait, par exemple, lorsque les francs-tireurs avaient tiré sur une colonne française, eh bien, la colonne française se précipitait sur le village. Et le village qui connaissait parfaitement, les habitants qui connaissaient parfaitement les lieux, allaient se réfugier dans des grottes. C'est une pratique très ancienne dans l'histoire de l'Algérie. Et donc, pour essayer d'échapper à la répression. Et les généraux français, donc Pélissier pour le Dara, a une idée absolument abominable de dire que pour éviter que ses propres soldats soient mis en danger, puisqu'évidemment il y avait quand même des fusils qui étaient restés dans les tribus, eh bien amener des fagots devant les entrées des grottes et mettre le feu et attendre malheureusement que le feu fasse son office, c'est-à-dire soit brûler vifs les gens à l'intérieur, soit les faire mourir d'asphyxie. Et les premiers témoignages de gens qui rentrent dans les grottes après l'enfumade sont des témoignages absolument abominables. Les premiers témoignages de gens, et je pense en particulier à un officier espagnol qui était présent dans l'état-major de Pélissier, qui rentre dans les grottes, évoque un spectacle absolument abominable de plusieurs centaines de cadavres. Il décrit même des enfants qui sont encore à la mamelle, parce qu'il y avait bien sûr tout le village, il y avait donc toutes les générations, y compris les enfants, y compris des bébés qui sont morts. Il parle d'une odeur absolument pestilentielle. Voilà, c'est vraiment le summum de la barbarie coloniale. Ce n'est pas le seul aspect, mais je crois que c'est vraiment le plus spectaculaire. C'est d'ailleurs celui qui a marqué les esprits depuis un siècle et demi. Enfin, depuis 2 siècles maintenant, mais pratiquement 2 siècles. La société française est marquée, hélas, par une progression des idées d'extrême droite. Et donc, il y a effectivement, dans l'extrême droite française, ça c'est très traditionnel depuis Le Pen, mais sans doute même bien avant, mais également aujourd'hui dans une bonne partie, hélas, ou je devrais dire dans une mauvaise partie de la droite française, il y a également une forme de négationnisme qui s'est instaurée, c'est-à-dire une sorte de volonté d'oublier ou même d'aller jusqu'à nier les crimes de l'armée française.
Si les historiens sont obligés aujourd'hui de revenir là-dessus, ce n'est pas par plaisir. Moi, quand j'ai écrit ce livre, et quand j'ai écrit en particulier les pages sur les moments les plus terribles de la conquête, ce n'est pas par plaisir morbide, ce n'est pas par plaisir de dénoncer l'armée française en tant que telle, c'est une réponse à la négation. Nous sommes obligés, nous les historiens, et je peux parler au pluriel parce que la totalité des historiens français d'aujourd'hui qui travaillent sérieusement sur l'Algérie, sur l'histoire de la colonisation, constatent qu'il y a eu effectivement ce genre de crime. Donc oui, il faut mener ce combat qui n'est pas un combat politique, mais qui a évidemment des aspects politiques. On ne peut pas faire abstraction du contexte politique de la France d'aujourd'hui quand on sait qu'un certain nombre de ministres même ont décidé de mener le combat contre l'Algérie telle qu'elle est aujourd'hui. Je crois qu'une partie de la population française, peut-être sous l'influence d'un certain lobby que j'ai appelé dans un autre livre la nostalgérie, donc une sorte de jeu de mots que je n'ai pas inventé évidemment, sur la nostalgie de l'époque coloniale liée au mot Algérie. Une partie de la population française a été un petit peu choquée de constater que finalement les pays colonisés, auxquels soi-disant on devait apporter les lumières, la civilisation, la mission civilisatrice de la France, que ces pays finalement rejetaient la domination française. Et donc il y a une sorte d'incompréhension qui s'est transformée progressivement, après l'indépendance de l'Algérie, qui s'est transformée progressivement en haine, on peut dire, contre cette Algérie nouvelle. Et l'idée que de l'indépendance de l'Algérie n'a toujours pas, ça paraît peut-être absolument extraordinaire, n'a toujours pas été digérée par une partie de la société française, qui reporte donc sa détestation sur l'Algérie d'aujourd'hui, et j'ajoute, hélas, sur une partie de la population française d'origine algérienne. Et donc il y a cette sorte de clivage très très malsain qui est en train de s'instaurer et qui est cultivé d'une façon délibérée par une partie des politiques, par une partie des journalistes. Il suffit d'ouvrir sa télévision et d'écouter les informations selon CNews, par exemple. Mais malheureusement, ce n'est pas la seule. Mais CNews, c'est vraiment le paroxysme. Il suffit d'écouter ce type d'informations pour constater que, par exemple, un fait divers qui met... il y a des faits divers tous les jours en France qui mettent en cause des Bretons, des Catalans, des Auvergnats. Mais dès qu'il s'agit d'un ressortissant d'origine algérienne ou d'un Algérien, ou plus généralement d'un Maghrébin, il y a immédiatement une sorte de levée de bouclier, une sorte de jouissance de la dénonciation de cette partie de la communauté française. Je rappelle quand même à ces gens-là qu'il y a maintenant 2 générations de gens d'origine algérienne qui sont des Français, qui sont des citoyens français. Je peux faire un parallèle avec ma propre expérience. Moi, je suis un fils d'Italien. Mon père est arrivé en France bien avant ma naissance, et donc je suis fils d'un Italien et d'une Bretonne, mais on ne m'a jamais demandé de justifier mes origines. On ne m'a jamais dit « est-ce que tu es un vrai Français ?» Pourquoi aujourd'hui dit-on à un jeune qui s'appelle Mohamed ou Bachir ou Rachid qu'il doit justifier d'être français? Pourquoi dit-on à une jeune Algérienne qui a choisi, qui a fait le choix de porter un foulard, pourquoi lui demande-t-on de justifier qu'elle est française? Donc il y a véritablement quelque chose de malsain, et on dirait vraiment que cette partie des médias et du monde politique cultive ce clivage et en font en quelque sorte un fonds de commerce permanent. Une partie de la gauche, et fort heureusement, a réagi à cette dénonciation, à cette volonté de clivage, mais je constate que parfois quand même ces réponses sont timides, ces réponses sont timorées, et qu'il y aurait vraiment nécessité aujourd'hui d'unifier
toutes les forces politiques pour dénoncer le racisme qui monte dans ce pays et pour en faire véritablement un combat, si ce n'est premier, puisqu'il y a d'autres combats à mener, les combats sociaux qui sont tout à fait légitimes, mais également un des principaux combats de la lutte de la gauche. Moi, je me situe d'une façon qui est bien connue et je ne le renie pas du tout. Je me situe à gauche de l'échiquier politique, mais je voudrais bien qu'il y ait un peu plus de combativité, de réplique immédiate à chaque fois qu'il y a une manifestation d'arabophobie ou d'islamophobie. On peut employer également le mot d'algérophobie. On va faire entrer ça dans le dictionnaire, parce qu'effectivement, la détestation de l'Algérie est plus forte encore que la détestation du Maroc ou de la Tunisie, par exemple. Ça s'explique également par l'histoire. L'indépendance du Maroc et de l'Algérie, qui n'ont pas été des indépendances faciles. Il y a eu des massacres également au Maroc et en Tunisie. Je rappelle quand même au Maroc la fusillade du quartier des Carrières centrales en 1952 à Casablanca. Je rappelle les massacres également en 1952 du Cap Bon en Tunisie. Donc il y a eu des crimes. Il y a eu des protestations et au Maroc la déposition du sultan. Mais il n'y a pas eu de guerre du Maroc et de guerre de Tunisie. Il y a eu finalement une sorte d'accord. Je rappelle quand même que l'indépendance du Maroc et de la Tunisie date de 1956 et que le fait que le peuple algérien soit entré en lutte à ce moment-là a amené les classes dirigeantes françaises à être obligées un petit peu de composer. Donc il faut voir la totalité du processus historique. Et donc le fait qu'il y a eu une guerre d'indépendance en Algérie, le fait qu'il y a eu des centaines de milliers de soldats français qui soient partis en Algérie et dont certains effectivement ont été soit traumatisés, soit hélas, soit morts en Algérie, amène une partie des Français à ne pas réfléchir aux causes profondes de ce phénomène et à reporter leur détestation sur la population algérienne et sur l'Algérie en général. Donc c'est quelque chose de pervers. Encore une fois, il y a un gros combat, non pas à mener, parce que nous l'avons commencé, mais à continuer à mener. On revient à ma réponse précédente, à savoir le fait qu'il y a un lobby néocolonial qui s'est mis en place, à savoir qu'il y a une sorte de... Je pense que la France d'aujourd'hui est encore marquée par, en particulier, un aspect de l'idéologie coloniale qui était de lier la grandeur de la France à ses possessions outre-mer. C'est quelque chose qui est très fréquent à l'époque coloniale. Il y avait même un slogan qui disait « Le soleil ne se couche jamais sur l'Empire français ». Donc ça allait de la Nouvelle-Calédonie Kanaki jusqu'aux îles des Antilles, Guadeloupe, Martinique. Donc le soleil ne se couche jamais. Il y a une sorte aujourd'hui encore de nostalgie de cette période lorsqu'on entend des politiciens qui disent « Oui, mais regardez, nous avons encore un immense domaine maritime grâce aux îles qui sont sous drapeau français. » Et le fait qu'une partie des anciennes colonies ait conquis leur indépendance amène peut-être un petit peu cette nostalgie du bon vieux temps des colonies. Alors évidemment, je mets des guillemets, je ne partage pas cette idée, mais je pense que sous-jacent, il y a un petit peu cette idée, finalement, à l'époque où la France faisait flotter son drapeau sur Alger, sur Dakar, sur Rabat, sur Hanoï, sur Saïgon, c'était un moment où la France comptait dans le monde. Et donc aujourd'hui, la sensation que cette France est devenue peut-être une puissance secondaire amène cette nostalgie. Donc évidemment, c'est une idée complètement fausse qu'elle aussi, on doit combattre. Fort heureusement, il y a dans la population française des gens qui résistent à cette pression et qui ramènent un petit peu le discours à quelque chose de plus raisonnable, de plus réfléchi. Je pense par exemple au discours de Dominique de Villepin, qui est en politique plutôt un conservateur. C'est un chiracien de la première heure et un fidèle de la Chiraquie.
Mais bon, sur la question de la Palestine, par exemple, il a un discours qui d'abord est très structuré, très charpenté, mais qui rencontre un grand écho. Et ça me réconforte un petit peu, et je constate que toute la société française ne croit pas immédiatement à tout ce qui est dit sur la situation en Palestine, qui est une situation coloniale. Il faut aborder la question de la relation à la Palestine et la question de la relation à Israël. Moi, je trouve que c'est véritablement du terrorisme intellectuel, et je pèse mes mots, que de qualifier d'antisémites tous les gens qui critiquent l'État d'Israël. Un citoyen du monde a le droit de critiquer l'État américain, l'État canadien, l'État chinois, l'État russe, et c'est normal, c'est notre regard de citoyen du monde, et on n'aurait pas le droit de critiquer l'État d'Israël, qui pourtant pratique depuis pratiquement sa création des empiètements et des trahisons du droit international. Donc moi, très tranquillement, je suis anti-sioniste, parce que le sionisme était une idéologie de conquête de territoire, et que je suis contre les conquêtes guerrières de territoire, mais je considère que j'affirme en même temps qu'Israël a droit à l'existence. Je ne conteste absolument pas, et je pense qu'il n'y a pas grand monde dans le monde aujourd'hui qui conteste l'existence d'Israël en tant qu'État, mais que cet État respecte le droit international d'une part, respecte les droits des Palestiniens qui sont des habitants historiques de cette région, et non pas pratique ce qu'elle pratique depuis trop d'années, c'est-à-dire bien sûr les bombardements de Gaza qui sont un véritable crime contre l'humanité, mais également quelque chose dont on parle beaucoup moins aujourd'hui dans les médias, c'est les empiètements réguliers de territoires en Cisjordanie. Les commandos de colons, armes à la main, qui viennent déloger des villages de Palestiniens, ce sont des choses qui sont quasi quotidienne, et personne n'en parle. Donc moi, j'en parlerai tranquillement, je ne me laisserai pas impressionner par l'accusation d'antisémitisme, je ne suis pas antisémite, je ne le serai jamais, et nos collègues qui critiquent, les intellectuels en général, ou les hommes politiques en général qui critiquent Israël, ont le droit de critiquer cet État comme on critique bien d'autres. Je pense qu'il y a déjà un certain nombre d'intellectuels qui cèdent un petit peu à une sorte d'idéologie ambiante, qui pensent qu'ils sont des gens extrêmement libres de leur pensée, alors qu'en réalité, ils suivent un petit peu le fil de l'eau comme un bouchon qui suit le fil d'une rivière. Et donc, effectivement, ces gens-là ont une audience qui est due au fait que les micros se tendent quand même très, très régulièrement vers eux. Donc, effectivement, lorsqu'on sait que Alain Finkielkraut, par exemple, a dit de véritables abominations, et que les 39 survivants de l'Académie française l'ont élu membre de l'Académie française, on s'interroge quand même sur l'importance de l'œuvre de ce monsieur. Lorsqu'on voit les évolutions de Michel Onfray, par exemple, qui longtemps était un petit peu le donneur de leçons de la gauche, et qui se prétendait un petit peu la conscience morale de la gauche, et qui aujourd'hui est un invité permanent sur CNews. Donc il y a quelque chose de pervers. Bon, je ne parle même pas de Bernard-Henri Lévy. Il y a quelque chose de pervers dans cette conjonction entre l'opinion importante qui accorde ses voix au Front National ou à la droite de LR, par exemple avec Bruno Retailleau, cette conjonction avec un certain nombre d'intellectuels qui viennent asséner les mêmes choses 24 heures sur 24 pratiquement, sur CNews, mais je le répète encore sur d'autres chaînes d'information continue. Bruno Retailleau est sorti de l'ombre. Il avait un poste d'une certaine importance, mais qui n'était pas très connu du public. Il était président
du groupe LR. Donc je rappelle, LR, c'est le successeur du RPR, de l'UMP, enfin pour les auditeurs algériens, c'est un petit peu la Chiraki, sauf qu'il a beaucoup trahi la Chiraki. Donc il était président du groupe LR au Sénat, hein, donc c'est la deuxième chambre en France, et lorsqu'il y a eu les dernières élections législatives qui ont vu le nouveau Front populaire arriver en tête, le président Macron a systématiquement refusé de faire appel à un homme politique ou à une femme politique du nouveau Front populaire, et donc il a cherché tous les moyens possibles pour éviter de faire appel à la gauche. Et donc il a montré son véritable visage qui est, on le sait depuis longtemps, enfin moi je ne me suis jamais fait d'illusions sur Macron, c'est un homme de droite. C'est un homme de droite, bon, il a été élu démocratiquement, il n'y a rien à dire, mais c'est un homme de droite et qui donc a fait appel à des gens de droite. Il a fait appel en particulier à François Bayrou, et François Bayrou, pour essayer d'élargir son gouvernement, a fait appel à une personnalité de gauche avec les guillemets nécessaires, c'est Manuel Valls. Hein, Manuel Valls qui est un homme qui a une longue carrière de reniement derrière lui, donc qui a accepté. Et puis il a fait appel à un parti qui aujourd'hui est devenu très très minoritaire en France. Je crois que les LR ont dû faire 6 ou 7% des voix aux dernières législatives. Et pourtant, Bayrou, avec donc l'aval de Macron, a fait appel à ce Bruno Retailleau qui était immédiatement révélé comme un homme extrêmement ferme sur les positions de la droite extrême. Et il a un discours que Marine Le Pen aurait pu reprendre sur la délinquance associée à l'immigration, sur la nécessité de faire plier l'Algérie, parce qu'il emploie des formules qui sont de ce type. Donc à partir du moment où un ministre de la République, ministre de l'Intérieur, a un discours qui est assez férocement anti-algérien, il n'est pas surprenant de constater qu'il a un certain écho dans l'extrême droite et dans une partie de la droite. Je rappelle quand même à M. Retailleau, qui veut un petit peu donner son impulsion à la politique française sur l'Algérie, je rappelle qu'il est ministre de l'Intérieur et que l'Algérie n'est plus 3 départements français, et que donc il devrait quand même, contrairement à ce qu'avait dit François Mitterrand en novembre 1954, Mitterrand avait dit « la seule négociation, c'est la guerre », et Retailleau pourrait dire « la seule négociation, c'est la provocation ». Donc normalement, il est responsable de la sécurité intérieure de son pays, c'est-à-dire la France, et pas de la politique internationale de la France. Mais il a même récemment, avant-hier je crois, mis sa démission dans la balance en disant « si on n'adopte pas ma politique de fermeté, ce que lui appelle fermeté, contre l'Algérie, eh bien je vais démissionner ». Eh bien, grand bien lui fasse, s'il démissionne, il n'y a pas grand monde qui le regrettera. Il y a en France un statut qui s'appelle l'OQTF, obligation de quitter le territoire français. Donc c'est une décision de justice, et donc le gouvernement veut appliquer cette décision. Mais il faut pour cela que le pays dont est originaire le délinquant ou la personne qui est frappée d'OQTF, que le pays de base, le pays de naissance de ce délinquant, soit d'accord. Et pour l'instant, effectivement, l'Algérie n'accepte pas la totalité des OQTF. Donc il y a là une sorte de jeu pervers, malsain, joué qui est une occasion supplémentaire de jeter de l'huile sur le feu entre les deux pays. J'ajoute quand même que ces deux pays sont faits pour s'entendre. Je pense qu'il n'y a pas un pays au monde qui soit plus proche de la France que l'Algérie. Il y a des liens très, 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 très anciens. Bien sûr, je n'idéalise pas du tout la période coloniale, mais il y a des liens humains très, très anciens entre nos deux pays. Il y a des milliers en France de mariages mixtes, algériens et françaises ou algériennes et français. Il y a des gens qui franchissent la Méditerranée pour travailler ou pour aller voir leur famille. Il y a des centaines de milliers de jeunes d'origine algérienne qui sont nés en France et qui sont citoyens français. Donc
la détestation de l'Algérie est un mauvais service à rendre à la France elle-même. C'est là-dessus que je crois qu'il faut insister. Vous interrogez un historien, l'historien peut répondre sur le passé, éventuellement donner une opinion sur le présent en tant que citoyen, mais sur le futur, je ne peux pas vous répondre. Je souhaite évidemment que la France échappe à un gouvernement dirigé, enfin à Madame Le Pen ou à Monsieur Bardella d'ailleurs, à l'Élysée. Ça serait une véritable catastrophe, ce serait une régression et ce serait, je dirais, une blessure. Ce serait une blessure et même une tache indélébile sur l'histoire française. Ce pays qui a fait la Révolution française, ce pays qui a connu la Commune de Paris, ce pays qui a connu les grands philosophes des Lumières, ce pays qui a connu la résistance anti-nazie, ne peut pas accepter, en ce qui me concerne, je ne peux pas imaginer que ce pays accepte que des fascistes qui est un petit peu masqués rentrent à l'Élysée et président aux destinées de la France. En tout cas, en ce qui me concerne et en ce qui concerne beaucoup de Français, on va se battre contre cette hypothèse. J'espère quand même que la gauche française sera un peu plus intelligente qu'elle ne l'est ces temps-ci. Je n'aime pas l'expression réconciliation des mémoires. Il y a des mémoires justifiées de chacun des pays et il doit y avoir des passerelles. Il peut y avoir des passerelles, il peut y avoir un dialogue, mais on ne peut pas réconcilier la mémoire des massacrés du printemps 1945 dans le Constantinois et celle des massacreurs. On ne peut pas réconcilier la mémoire des descendants de guillotinés. Vous avez parlé tout à l'heure de Montluc. Je rappelle qu'à l'époque de la guerre d'indépendance, il y a eu 222 patriotes algériens qui ont été guillotinés. Et qu'il y a eu l'usage de la torture, l'usage généralisé de la torture, l'usage généralisé des corvées de bois, des crevettes Bijard. On ne peut pas réconcilier cette mémoire-là avec la mémoire des Algériens martyrisés. Par contre, ce qui est nécessaire, c'est, moi je n'aime pas l'expression devoir de mémoire, j'aime bien l'expression devoir d'histoire. Nous avons, c'est en quelque sorte, si on a été formé au métier d'historien, c'est justement pour exercer ce métier et pour décrire les phénomènes et faire en sorte que ces phénomènes soient connus du plus grand nombre, de manière à effectivement ce qu'il y ait une sorte de clairvoyance. Mais la réconciliation des mémoires, je n'y crois pas. Je pense que tant que la France officielle n'aura pas reconnu que la colonisation a été un crime globalement, qu'il y a eu à l'intérieur de ce crime global des exactions et de véritables drames, tant que la France officielle ne reconnaîtra pas ça, il n'y aura pas de réconciliation possible, non pas des mémoires, mais des populations, tout simplement. Il faut bien distinguer, lorsqu'on parle on revient au crime de la conquête, il faut bien distinguer les différents regards. Pour beaucoup de Français, d'hommes politiques, de journalistes, les crimes du passé sont soit oubliés, soit méconnus. Et donc, ça peut expliquer les réactions complètement outrées de Mme Portelli, de M. Soto au moment des déclarations de Jean-Michel Apathy. Mais pour les historiens, ce sont des choses qui sont connues. Moi, quand j'ai écrit mon livre, je me suis placé dans le sillage de grands ancêtres. Je pense par exemple à Charles-André Julien, qui avait écrit il y a une cinquantaine d'années maintenant une histoire de cette période de l'Algérie. Donc j'ai évidemment enrichi la documentation parce qu'en 50 ans, il y a une ouverture des archives, il y a une nouvelle documentation. Donc j'ai essayé d'enrichir cette... Mais je ne connais pas d'historien aujourd'hui qui conteste le fait qu'il y a eu d'une part ces événements et que ces événements ont été massifs. Je veux dire, dénoncer l'enfumade du Dara, c'est une chose, mais ce n'était pas un phénomène isolé. Donc c'est la totalité de la conquête
qui a été un moment absolument épouvantable et qui a donné naissance, bien sûr, à la résistance menée par l'émir Abdelkader à l'ouest du pays et le Bey Ahmed à l'est du pays, donc qui ont été des figures de proue de la résistance. Et cette résistance de la population algérienne, sous les formes soit guerrières, soit politiques, clandestines, ne s'est jamais éteinte. On peut parler de la fondation de l'Étoile nord-africaine dans l'entre-deux-guerres, du rôle du PPA et ensuite du rôle, bien sûr, du FLN au moment qui a pris l'initiative de l'insurrection du 1er novembre 1954. Donc la résistance algérienne, sous des formes différentes, a toujours été présente et le grand défaut de l'idéologie française, c'est de ne pas avoir compris cela et de ne pas l'avoir encore aujourd'hui assimilé. Alors, il se trouve que j'ai écrit un autre livre en collaboration avec mon ami historien Marcel Dorigny, qui hélas est décédé avant même la parution du livre. Le livre s'appelle « Paris colonial et anticolonial ». Nous avons donc fait un recensement des noms des rues, des places, des statues, des lieux en général dans la ville de Paris, uniquement Paris intramuros. Et nous avons trouvé effectivement beaucoup de noms. À l'époque où le livre est paru, il y avait encore une avenue Bugeaud. L'avenue Bugeaud a été débaptisée et je salue à cette occasion l'initiative de la ville de Paris. Sur Bugeaud, il y a quand même pas eu beaucoup de résistance parce que Bugeaud aujourd'hui est quand même devenu très impopulaire à juste titre. Mais pour ses crimes, oui. Le nom de Bugeaud est quand même associé, heureusement, dans l'imaginaire commun, pour ceux qui connaissent en tout cas, au crime de la conquête de l'Algérie. Mais il y a encore à Paris, alors d'une part, il y a des avenues Bugeaud dans bien d'autres villes de France. Il y a à Périgueux une statue de Bugeaud, qui est encore aujourd'hui sur pied, mais qui a été commentée par la nouvelle municipalité de Périgueux, que je salue également, qui a mis une plaque pédagogique explicative au pied de la statue pour expliquer quelle avait été l'attitude de Bugeaud en Algérie, mais également d'ailleurs contre la population française, puisque Bugeaud était également un homme qui était férocement contre les révoltes ouvrières. Donc voilà, il y a cette pratique. Moi, je ne suis pas pour débaptiser systématiquement toutes les rues. D'abord parce que si on débaptise, je reviens sur Paris que je connais le mieux, il y a beaucoup de noms d'axes qui célèbrent aujourd'hui encore des conquérants, pas seulement de l'Algérie d'ailleurs, mais du Maroc, de l'Indochine. Il y a une statue de Francis Garnier à Port-Royal à Paris. Francis Garnier, c'est celui qui a ouvert les portes de Hanoï à l'armée française et qui ensuite a initié en quelque sorte un siècle de colonisation française en Indochine. Il y a à Lille une statue de Faidherbe. Enfin bon, la liste est extrêmement longue et hélas, il y a aujourd'hui dans la ville de Toul une statue à la gloire du général Bijard. Et là, c'est beaucoup plus grave parce que ce n'est pas une statue ancienne, c'est une statue qui vient d'être érigée par la municipalité de Toul. Et je salue au passage la lutte de mes amis de Toul parce qu'ils mènent une lutte très courageuse à laquelle Fabrice Rissoputi et moi-même nous sommes associés pour dénoncer et pour montrer qui était Bijard. Je trouve que autant on peut discuter de savoir s'il faut retirer toutes les statues des conquérants, il y en aura beaucoup à retirer. Autant pour la statue de Bijard, il faut la retirer le plus vite possible, parce que là, c'est vraiment une initiative qui date de 2024. Et donc, continuer à célébrer celui qui a été un assassin d'Algériens, et je pèse mes mots, les crevettes Bijard, c'est quelque chose. L'utilisation de la torture qui a été référencée même par le général Massu, qui a témoigné que Bijard avait torturé de ses propres mains, eh bien ça, c'est un scandale absolu. Pour le reste, moi je suis plutôt pour un travail pédagogique, comme la ville de Périgueux, je viens de le dire, a fait, comme la ville de Marseille a fait par exemple. Les escaliers de la gare Saint-Charles, il y a une statue
qui représente les colonies d'Asie et une autre statue qui représente les colonies d'Afrique. Et la ville de Marseille a posé là aussi des plaques explicatives pour montrer que c'était l'esprit de l'époque, mais qu'aujourd'hui il fallait garder ses distances avec... mais je ne suis pas pour la destruction systématique. Non, je crois qu'il y a là aussi, dans ce pays qui se proclame le pays des droits de l'homme, le pays de la liberté d'expression absolue, on peut dire des insanités à longueur d'antenne sur CNews ou sur Radio Courtoisie ou dans un journal comme Valeurs Actuelles, mais également souvent dans Le Figaro, par exemple. On peut dire des contre-vérités historiques à longueur de temps, mais quand un journaliste courageux, qui n'est d'ailleurs pas un homme de gauche, Jean-Michel Apathy n'est pas un homme de gauche, quand un journaliste courageux dénonce les crimes de l'armée française, bien sûr, il est mis à pied pour 24 ou 48 heures, et ensuite, il a eu la dignité de dire « moi, je claque la porte, si on m'interdit de parler, je pars ». Mais également le travail de mon collègue Christophe Lafaye, qui vient de faire un travail absolument phénoménal sur ce qu'il a appelé la guerre des grottes, donc qui est la dénonciation avec beaucoup de références prises dans les archives militaires, même si elles n'ont pas toutes été ouvertes d'ailleurs, mais en tout cas avec beaucoup de références et beaucoup de sérieux. Christophe Lafaye a démontré que la France, pendant la guerre d'indépendance, c'est-à-dire très récemment, a mené une guerre chimique. Eh bien, son film qui était programmé sur le service public a été déprogrammé jusqu'à nouvel ordre. Donc vous voyez, on est dans une période où on est sur une pente glissante qui s'appelle la censure. Et là, je crois qu'il faut vraiment qu'on soit très, très vigilant. Je pense que, sans faire preuve de complotisme, je pense qu'un certain nombre de services ministériels ou de lobbies ont pu faire pression sur les directeurs de chaîne ou sur les décideurs des médias. Donc, effectivement, il y a quelque chose d'assez pervers, ou même peut-être les directeurs de chaîne ont-ils pris tout seuls l'initiative parce qu'ils considéraient qu'ils allaient au-devant de critiques, d'incidents, et qu'ils ont préféré finalement, avec frilosité, renoncer à ces passages. Mais je crois qu'il faut vraiment se battre, il faut que les Français soient informés. Il faut que les Français sachent qu'il y a eu une guerre chimique pendant la guerre d'indépendance de l'Algérie. Il faut que les Français sachent qu'il y a eu des crimes de la colonisation. Tous les moyens pour faire connaître l'histoire, pour faire pénétrer l'histoire dans les populations, tout ce qui est les mouvements d'éducation populaire, les mouvements associatifs, tout est bienvenu. En ce qui me concerne, depuis que mon livre est paru, donc il est paru en octobre 2024, j'ai fait déjà peut-être une 50aine de rencontres autour de ce livre, à chaque fois avec justement des associations d'éducation populaire ou des associations de jeunes migrants, par exemple. Et à chaque fois, je constate qu'il y a un très grand intérêt pour le retour à une histoire véridique. Je ne dis pas que je suis seul à la posséder, mais en tout cas à mon regard sur l'histoire de ce phénomène. Donc je pense que tout ce qui va dans le sens du combat politique, pour la connaissance de l'histoire va dans le bon sens, et que toutes les associations sont les bienvenues. Et en ce qui me concerne, je participe à tous les je vais dans tous les lieux où on veut bien m'inviter pour parler de cet épisode tragique. Merci beaucoup. Dans les grottes, les crânes tranchés sous leur justice. Mais aujourd'hui, on est debout, fiers et grands sous notre ciel. Jazaïr libre, bûchonné à genoux. On écrit l'histoire, on écrit